Aslema, ومرحبا بكم à notre huitième webinaire organisé par l'Association des jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur de Tunis. Donc, اليوم, Inch'Allah, notre webinaire portera sur le chercheur citoyen. Le chercheur citoyen qui a maintenant fait, durant les derniers mois, il a fait face à une crise sanitaire mondiale, qui est la crise du Covid-19. Et donc, فرصة اليوم إنه نحكيو على le chercheur citoyen. Qu'est-ce qu'on veut dire par un chercheur citoyen, et surtout mettre l'accent sur le contexte tunisien. Et pour discuter de tout ça, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Dr Rim Ben Khalifa, qui est chercheur à l'Institut Pasteur de Tunis, qui est titulaire d'une thèse en neurosciences à l'Université d'Angers, et qui est membre du comité d'éthique biomédicale de l'Institut Pasteur. Elle est également membre coordinatrice du comité de sécurité et santé du travail au sein de l'Institut Pasteur. Et depuis 2013, elle a assuré la coordination de projets institutionnels et internationaux en biosécurité et gestion de risques sanitaires et biologiques, à travers lesquels elle a co-rédigé et mis en œuvre le code de conduite de l'Institut Pasteur pour l'atténuation des risques liés au double usage. Donc, مرحبا بك Dr Rim Ben Khalifa. شرفتنا اليوم. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et sans trop tarder, je souhaite juste inviter nos participants à interagir avec vous, à poser leurs questions. C'est vraiment l'occasion ou jamais d'interagir et de discuter ensemble autour de ce webinaire. Donc voilà, مرحبا بك مرة أخرى, je vous passe la parole. Merci Madame Atoug. Au fait, j'ai tout le plaisir et pour moi aujourd'hui de partager avec vous cette réflexion. Ce n'est pas une conférence scientifique, c'est surtout une réflexion sur le cheminement de ce chercheur qui est aussi un citoyen, particulièrement en temps normal, mais aussi particulièrement en temps de crise sanitaire. Donc, je voudrais juste faire défiler les diapos sans trop m'y attacher. Et donc, un citoyen, la définition de citoyen dans l'Antiquité, c'était la personne qui jouissait de droits de cité. Ça veut dire la personne qui est attachée à la cité, qui a des droits, mais a des devoirs et qui participe aux événements de la ville, la cité dans laquelle il vit. Alors, est-ce qu'un chercheur est un citoyen comme les autres? Si les scientifiques se posent cette question, c'est sans doute parce qu'ils s'interrogent sur leur place dans la société. La réponse n'est pas vraiment évidente, car les chercheurs ont été pendant très longtemps des gens qui travaillent, des personnes qui travaillent sans réelle participation aux événements que vit la société, tout en étant membre de cette société. D'ailleurs, jusqu'aux années 70, jusqu'en 1970, la recherche était un univers académique avec un financement étatique, public donc, un univers qui était un univers considéré comme clos et avec des acteurs uniquement scientifiques. Mais dès les années 2000, de nouveaux modes d'appropriation de la connaissance ont vu le jour et l'univers est devenu beaucoup d'argent. Il y a une interaction marché public et privé. Le scientifique n'est pas seulement un chercheur, mais devenu un bio-entrepreneur parce qu'il devait lever des fonds, mener des projets, faire du management, rendre compte. Et il y a aussi des personnes extra-scientifiques qui gravitent autour de ce domaine, de ce monde. Tout est venu grâce à le fameux projet du génome humain, le projet Hugo, 11 années de compétition et 3 milliards de dollars plus tard. Et un jour, il y a eu un grand événement où Bill Clinton, en direct avec Londres, avait annoncé que finalement, le génome humain, il y avait une première ébauche qui était terminée et que les informations issues de ce projet seraient gratuitement mises à la disposition de tous. Une sorte de démocratisation
des données scientifiques. Et là, on a commencé, grâce à ce projet, à parler de Big Science. Il a dévoilé ce projet une autre manière de faire de la recherche, et on parle de 5M pour parler de Big Science. M pour money, machine, donc parce qu'il a fallu développer plein de machines pour les mettre à la disposition de la biotechnologie. Men aussi, parce qu'il y a eu 250 laboratoires dans le monde qui ont, aussi bien publics que privés, qui ont participé à ce gros challenge, qui à l'époque était un vrai rêve que de connaître le génome humain. Et puis cela a été relayé par des médias, des médias spécialisés comme Science and Nature, et puis Military parce qu'il y a eu la collaboration avec l'industrie et la défense. Ce projet a dévoilé une nouvelle manière de faire la recherche, et donc il a rendu les relations entre la science et la société beaucoup plus intimistes, on va dire. Il y a eu certes l'ère de l'open science et la surmédiatisation des résultats de la recherche. Les chercheurs et leurs institutions ne peuvent éviter les questionnements. Ils sont devenus exposés et devenus et ces questionnements préoccupent la société. Et les chercheurs se doivent donc de éclairer et en mobilisant leur connaissance et en la mettant au service de la société, mais aussi à la portée de la société. D'où plusieurs médias de vulgarisation de la science ont vu le jour et continuent à se développer. Plus encore, il y a une charte relative à la recherche de par le monde, comme ici la charte européenne dont j'ai pris quelques extraits, qui parle du chercheur et qui guide le chercheur et qui insiste sur la responsabilité du chercheur vis-à-vis de la société, vis-à-vis donc du contribuable, puisque l'argent qui finance les projets dans des institutions publiques, pour la majorité, vient de l'argent du contribuable. Et puis, cette responsabilité, au fait, quand on regarde les versions anglaises, on parle d'accountability. C'est un mot qui n'est pas traduisible en français, à part quand on veut le traduire, on trouve l'équivalent qui est responsabilité. Au fait, c'est au-delà de la responsabilité. C'est le fait d'être tenu à rendre des comptes, être obligé de répondre aux questionnements, aussi bien pour rendre des comptes sur les projets de la recherche, sur les résultats de la recherche, et puis expliquer les choses, les rendre accessibles et surtout utiles pour la société. Une étude, par contre, a montré que pour les jeunes chercheurs, les doctorants, le rôle des scientifiques dans la société est plus ou moins évident. La notion de responsabilité n'apparaît que très ponctuellement, parce que ce sont surtout les fondements de l'histoire, les principes fondamentaux de l'histoire comme la fiabilité, l'honnêteté, dans la transparence, l'impartialité, etc. Et le respect des collègues, le respect des résultats des autres, le respect des participants à la recherche, de la société, des écosystèmes, de l'environnement et enfin la responsabilité, la gestion, dans la supervision et surtout, encore plus, maintenant plus qu'avant, l'impact des résultats de la recherche sur l'environnement et la société. La responsabilité, donc, est un des piliers de la recherche, bien à côté de la fiabilité, de la honnêteté et du respect. Et aujourd'hui, plus que jamais, donc au XXIe siècle, on parle de recherche responsable et innovation. Cette recherche implique tous les acteurs, les décideurs comme les éducateurs ou le monde des affaires et la société civile. Le chercheur doit anticiper, respecter les fondements de la recherche et s'adapter aux besoins de la population. Elle repose, cette recherche responsable, donc repose sur la transparence, encore, l'accès à l'information, l'accès aux data, on parle d'open access, on parle d'open science. Elle repose sur l'égalité,
particulièrement des genres, parce que ce n'est pas toujours évident dans certains pays, l'éthique et l'engagement du public, l'engagement de la société civile, etc. Alors, on parle aussi de citoyens-chercheurs, citoyens-chercheurs et de sciences participatives. Ce n'est pas tout à fait, le citoyen-chercheur n'est pas un chercheur-citoyen. Le citoyen-chercheur, c'est lorsqu'un citoyen participe de manière active à faire avancer des projets de recherche. L'idée est partie du fait qu'il y a un grand nombre, un grand potentiel parmi la population, des personnes qui sont proches de la recherche, qui sont curieuses de l'environnement, de la nature, et des sites internet et des applications ludiques. Comme ça, les citoyens peuvent aujourd'hui prêter main forte aux scientifiques. Alors, je donne quelques exemples. Par exemple, le projet Viginature, c'est un programme qui permet aux citoyens, à la population, de participer en recensant des espèces végétales et animales. Et on a vu des milliers d'espèces être complétées par juste l'observation de personnes amoureuses de la nature, passionnées par la nature. Par exemple, la NASA a lancé des projets pour découvrir les traces de vie sur Mars et cartographier un peu cette planète. L'autre projet, c'est une application, une sorte de jeu en ligne qui permet de replier les protéines de manière à ce qu'elles occupent le minimum de volume. C'est pour les rapprocher de leur conformation dans la nature, dans la réalité, et cela s'appelle Foldit. Et tout un chacun peut s'amuser à jouer à ce jeu-là, sans vraiment avoir un background scientifique, mais tout en aidant la science de manière active. Et il y a eu aussi des actions, des programmes qui s'appellent Science avec et pour la société, avec des structures, des cellules qui s'appellent des boutiques des sciences dans des institutions à travers le monde. C'est des projets financés par l'Union européenne qui regroupent plusieurs pays. D'ailleurs, l'Institut Pasteur en fait partie dans le projet Inspires. Et ce projet qui a pour objectif d'ouvrir le processus de recherche de manière plus stratégique à la société civile et aux autres parties prenantes. Ces boutiques des sciences permettent à la société civile d'exprimer un besoin et ce besoin pourrait être résolu par les scientifiques, par la recherche. Donc, une sorte de pont entre la société civile, les besoins de la sociétaux et la recherche scientifique, pour une recherche participative, pour une recherche ciblée et productrice d'impact plus ou moins direct et assez rapide dont peut bénéficier la société. Alors, moi, je voulais vous parler du citoyen-chercheur, du chercheur-citoyen dans une crise que nous sommes en train de vivre, le Covid-19, c'est une crise sanitaire mondiale. Et cette crise sanitaire, dans nos sociétés qui sont surinformées et mondialisées, nous faisons une expérience qui est totalement nouvelle. Nous partageons la curiosité, la peur, la fragilité de toute l'humanité. Parce que le pilier sur lequel se fonde notre civilisation, qui est la santé de tous les citoyens, est mis à dure épreuve. Et la pyramide des besoins, qui est selon Malo exprimé comme à la base être la physiologie et la santé, est complètement inversée. Au fait, la santé est devenue, a pris la place de l'accomplissement de soi et est devenue quelque chose de primordial. Tout le reste n'était plus. J'espère qu'on a dépassé le cap de la crise pour parler au passé. N'était plus nécessaire. Donc, le chercheur dans tout cela, il s'est retrouvé devant deux rôles à jouer, deux facettes.
être chercheur responsable, avoir le devoir de mener une recherche ciblée qui va répondre aux besoins de la crise, une recherche qui respecte l'éthique et éventuellement un engagement civil, mais cela dépend des personnes. Donc, il y a eu des lancements, des appels à participation à projets, aussi bien par les structures ministérielles, gouvernementales, que par des bailleurs de fonds d'autres sociétés scientifiques, etc., auxquels ont pu participer plusieurs chercheurs à travers le monde et en Tunisie. Et les intérêts, les principes convergent vers une noble cause, la santé du genre humain, et dans les cas des cas extrêmes, donc sa survie. Or, les scientifiques sont des gens prudents qui vivent dans le doute permanent. Ils ont un devoir de rigueur qu'ils ne peuvent pas ne pas respecter, et parce que leur méthode de recherche repose sur la patience et un travail méthodique qui sont paradoxalement incompatibles en situation d'urgence. Ajouter à cela la pression des fake news, de la surmédiatisation, la perte de confiance de la population dans ces chercheurs ou dans ces scientifiques, lors d'une crise épidémique comme celle-là, peuvent influencer les réponses comportementales du public. Et là, face à la pandémie du coronavirus, la recherche se trouve confrontée à 3 exigences. Le respect des principes éthiques, humanistes, tout en agissant dans l'urgence pour trouver des solutions thérapeutiques pour mettre fin à la pandémie. Mais on ne peut pas mener des essais cliniques, par exemple, sans respecter les bases de l'éthique et sans respecter la déontologie qui est propre à tout chercheur. Apporter une réponse aussi aux questionnements légitimes de la population, tout en évitant les scoops, malheureusement, on en a vu beaucoup, et en demeurant assez prudent. Et une recherche se doit d'être précise et didactique. La démarche doit être fondée sur l'intégrité scientifique. C'est difficilement compatible avec l'urgence, mais c'est nécessaire. Toujours face à cette pandémie, on ne peut pas s'autoriser de s'affranchir d'aucun de ces principes, de l'intégrité, de l'éthique et de la prudence. Et les considérations éthiques ne sont pas à négliger, parce qu'on se doit de préserver la dignité et le respect de la personne, plus encore lors d'une situation de pandémie. On est responsable de cela. Le chercheur se doit d'être transparent sur les aspects de soins, les consentements éclairés, qui n'est pas à négliger, la confidentialité des données. On a vu transparaître lors de l'épidémie plusieurs données qui ne respectaient pas la confidentialité et qui portaient atteinte à l'intégrité des personnes et qui stigmatisaient certaines personnes atteintes du virus. L'obligation morale de collecter, de partager toutes les données générées pour en faire bénéficier la communauté scientifique et les décideurs. Donc, le recours à un traitement non validé en période de crise sanitaire pose, vous l'avez bien compris, des questions éthiques. Il y a un devoir moral de mettre en œuvre des essais rigoureux et à respecter les critères internationaux de bonne pratique des essais cliniques, tout en se donnant une marge d'indépendance pour pouvoir mener à bien ces essais et en faire bénéficier donc la société, la population dans ces temps de crise. Les promesses de la recherche dans un contexte de crise sont très importantes. Il faut les préserver des polémiques parce que ces polémiques risquent de susciter, au-delà d'une défiance qui déjà menace la cohésion nationale, une difficulté à développer des stratégies médicales dans un contexte
qui au principe devrait être très favorable à des avancées scientifiques. L'indépendance des scientifiques est un principe fondamental aussi dans une démocratie, une démocratie qui est représentative de la séparation des pouvoirs et la liberté d'expression. Les scientifiques doivent faire attention à ne pas adapter non plus leurs résultats aux besoins des politiques qui sont peut-être utiles pour les pouvoirs, mais qui ne pourraient pas être productrices pour la société et pour le chercheur lui-même. Il est vrai que l'exercice est très difficile. Préserver cette indépendance en tant que citoyen engagé et travailleur scientifique, c'est la meilleure définition du chercheur citoyen dont je veux parler. Parce qu'on oublie souvent que derrière chaque blouse blanche, se cache un citoyen avec ses convictions, ses engagements, ses soucis, ses engagements ou pas. Alors, quelle position avoir? En somme, un chercheur qui s'interroge sur les conséquences de ses recherches, mais surtout sur le bien fondé, même pour la société, ne peut pas être indifférent aux implications économiques, sociales, politiques de ses résultats. Mais aussi, il ne peut pas être indifférent aux implications scientifiques, de l'opinion des gens et de l'actualité politique, économique et sociale. Ceci est très paradoxal et peut prêter à confusion. Je vais parler de la Tunisie parce que c'est ce que je connais le mieux. Dans ce contexte-là, des chercheurs se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés partout, se sont portés volontaires dans plusieurs domaines et les engagements étaient bien évidents, de façon spontanée, de façon volontaire et très constructive. On a vu des mobilisations, d'ailleurs comme partout dans le monde, il y a eu cette mobilisation, mais en Tunisie, on a vu à côté de la société civile, des mobilisations pour, par exemple, faire des applications, des programmes pour la gestion des dépistages Covid. Certaines, d'ailleurs, ont été utilisées directement par les décideurs. Et il y a eu des applications et des programmes pour le suivi médical des patients porteurs ou suspects ou en quarantaine ou hospitalisés qui ont été un tout petit peu critiqués, qui ont été beaucoup mise à niveau pour justement protéger les personnes, leurs données personnelles, la confidentialité, etc. Il y a eu des tableaux de bord, des indicateurs à l'échelle régionale et nationale qui ont été très utiles. Tout le monde suivait en temps réel la crise du Covid. Jamais on a vu une crise épidémique aussi transparente et aussi ouverte, qui a ouvert l'information au public comme cette crise qui a été menée ces derniers mois. Des ingénieurs ont fabriqué de façon spontanée des outils de protection pour les chercheurs, pour le corps médical, des équipements médicaux, ils ont fabriqué des respirateurs, etc. Des robots aussi, on a vu aussi certains robots qui ont aidé aussi bien le ministère de la Santé que le ministère de l'Intérieur. Et j'arrive à en parler des scientifiques de l'Institut Pasteur de Tunis, où plusieurs chercheurs se sont levés spontanément, ont répondu très très vite à des appels à projets pour la recherche dans le Covid-19. Ces projets portent sur le diagnostic, sur l'étude sérologique, sur le vaccin. Ça a été expliqué par le directeur général dans plusieurs de ses interventions. Il y a eu une équipe de modélisation, de bioinformatique, qui a fait un très grand travail en très peu de temps, en mobilisant aussi bien des chercheurs à l'Institut Pasteur que dans d'autres structures et d'autres institutions du pays pour modéliser l'épidémiologie et surtout montrer l'efficacité des mesures prises pour l'évolution de l'épidémie en Tunisie. Il y a eu une mobilisation des chercheurs, des scientifiques. Quand je parle de scientifiques, je parle de chercheurs et de techniciens. Et il y a eu une mobilisation d'ingénieurs, de scientifiques, de pharmaciens, de médecins et de biologistes
pour aider à faire le diagnostic du Covid-19 de façon spontanée et totalement volontaire. Notre jeune association de jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur a tout de suite s'est tout de suite mise dans le pas de ce mouvement et a programmé des webinaires pour justement porter cette réflexion sur l'épidémie, sur le virus, porter cette connaissance à plus large échelle, à la portée d'un public averti ou pas. Et puis, il y a eu des publications dans des journaux non scientifiques sur l'éthique en période de crise sanitaire, de par notre président du comité d'éthique. Il y a eu la participation d'un de nos chercheurs sur une réflexion sur la gouvernance, la bonne gouvernance du diagnostic du virus Covid-19. Et tout cela en partant de la constatation faite par ces auteurs de l'article, justement, cette réflexion sur la gouvernance Covid-19, teste-moi si tu peux, je reprends leur phrase qui dit que la base scientifique sur laquelle repose la stratégie de dépistage officielle doit être constamment remise en question. Il s'agit aussi bien de la stratégie de dépistage, mais je dirais même plus que toute la stratégie dans cette épidémie doit être constamment remise en question selon l'évolution de l'épidémie, et des spécialistes justement se sont mis justement à le faire au fur et à mesure que cette épidémie a évolué dans le pays. Cette gouvernance doit être soumise à l'analyse. Après l'épidémie, on doit pouvoir analyser et critiquer, évaluer toutes les décisions prises, aussi bien en rapport avec le diagnostic, la recherche, les décisions, la gestion et la réaction aussi de la population par rapport à tout cela. Ces leçons apprises de cette épidémie devraient permettre la valorisation de la recherche responsable. Elle devrait aussi revaloriser le rôle du chercheur pour l'élaboration de politiques de santé publique ou autres. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Dr Ben Khalifa, pour cet excellent speech, cette excellente présentation. C'est vraiment l'occasion aujourd'hui de mettre en valeur les différentes initiatives qui ont été mises en place en Tunisie par notre société civile, par nos chercheurs, et c'est l'occasion de saluer tous leurs efforts aujourd'hui. Il y a aussi énormément d'initiatives qui ont été mises en place par nos ministères tunisiens, les ministères de technologie de la communication, le ministère de l'enseignement supérieur, de la santé, qui ont vraiment uni les efforts des citoyens, des institutions publiques, privées, et ONG, etc., pour utiliser l'intelligence collective, cette intelligence qui, je pense, c'est une opportunité aujourd'hui qu'on a vécue en Tunisie pour apprendre à travailler ensemble de manière plus transparente, plus participative, plus collective. Et je pense que c'est le meilleure arme que la Tunisie possède pour faire face à ce genre de crise, comme on a vécu la crise du Covid-19. Donc, merci beaucoup. Je vous invite, chers tous, à poser vos questions à Dr Ben Khalifa. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu qui peut être discuté, qui peut être approfondi durant plusieurs autres webinaires. On peut bien sûr penser à d'autres webinaires sur la recherche participative, sur la notion également d'open science. On ne peut pas oublier la notion open science qui s'est développée durant ces dernières années aussi, et qui est extrêmement important
Quand on dit recherche responsable, on dit open science, on dit ouverture vers la société. Donc, ça nous donne beaucoup d'idées pour de prochains webinaires. Alors, de ma part, je souhaiterais vous poser quelques questions, si vous le permettez. Yes. Est-ce que vous pensez, Dr Benarif, qu'en Tunisie, il y a un manque de support institutionnel ou des barrières qui peuvent freiner l'engagement sociétal des chercheurs en Tunisie? Je pense pas qu'il y ait au niveau des institutions un frein pour l'engagement sociétal des chercheurs en Tunisie. Je pense que la position du chercheur a été très longtemps justement de vivre sa recherche comme une sorte de coupure avec ce qui se passe au pays. Et depuis quelques années, il y a eu justement non seulement ce mouvement à travers le monde du fait que le chercheur doit avoir une recherche, une application de sa recherche directe sur la société, et que justement les appels pour les projets étaient beaucoup plus ciblés pour des retombées directes pour la société, qui ont fait que petit à petit le chercheur est sorti un peu de sa tour d'ivoire pour être à l'écoute de la société, à l'écoute des besoins sociétaux. Et puis c'est une culture qui est venue aussi. Il ne faut pas oublier que plusieurs pays ont vécu ces dernières années une sorte de révolution, surtout dans leur façon de voir les choses, et ça a permis justement une remise en question sur le rôle de tout un chacun, pas seulement les chercheurs, dans la société. Et beaucoup de personnes qui n'étaient pas engagées du tout sont devenues engagées. Et engagées, chacun dans son domaine, peut-être dans son propre domaine, mais d'autres personnes peuvent très bien avoir un peu, c'est pour ça que j'avais un peu choisi la caricature du chercheur engagé comme un artiste engagé de faire des concerts. On n'est pas appelé à faire des concerts de charité, mais de nous engager par ailleurs pour être au service de la société. J'espère avoir répondu. D'accord, merci beaucoup. Oui, très bien, merci. Alors, nous avons une question qui dit: que pensez-vous de tous les appels d'offres lancés au niveau national et international pour le Covid-19, qui semblent davantage accroître l'esprit de compétition, de collaboration pour un objectif, un objectif commun, en fait? Oui, les appels d'offres étaient au début pas tous dans l'esprit de la compétition. Au fait, les appels d'offres au début voulaient faire des projets fédérateurs qui pouvaient regrouper plusieurs spécialités, plusieurs laboratoires. Puis le temps imparti pour développer ces projets était trop court pour pouvoir mener une réflexion qui pouvait fédérer dans plusieurs domaines et plusieurs laboratoires pour travailler ensemble, surtout si les laboratoires n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, d'où les gens se sont formés en projet avec leurs propres collaborateurs, aussi bien internationaux que nationaux. Le fait est là, c'est que oui, effectivement, ce qu'on voit, c'est plus des appels d'offres pour la compétition. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation d'urgence. Et la compétition c'est une compétition. Il fallait aller faire vite et donner un résultat vite, donner une séquence génomique très rapidement, la valider, la confirmer, faire des tests diagnostiques sur la base de cette séquence, trouver un test sérologique pour pouvoir étudier l'épidémie et l'évolution du virus et le comportement de ce virus par rapport au système immunitaire de la population. Donc, avoir la réponse de la population à ce virus. Tout cela devait se faire assez rapidement et de manière effectivement compétitive, parce qu'il fallait avoir une très bonne réponse, un très bon résultat, très vite, avec les meilleurs.
Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup. La prochaine question, c'est à votre avis, est-ce que les initiatives et appels à projets de recherche intègrent vraiment le citoyen en le faisant participer à ces projets? Oui et non. Je pense que ce sont des appels à projets de manière générale. D'accord. Par rapport à l'effort mondial, il y a beaucoup de recherches participative. On a de plus en plus de projets qui montrent que le citoyen est participant. Moi, je connais très bien un projet qui est dans la région du Maine-et-Loire en France et qui regroupe des neuroscientifiques, des neuroscientifiques qui travaillent sur le comportement et sur les données de neurosciences pour adapter les méthodes d'enseignement dans les écoles. Et les chercheurs dans ce projet sont aussi bien les gens qui travaillent en laboratoire, ça veut dire les chercheurs classiques, que les enseignants dans des écoles primaires et dans les collèges, que les parents d'élèves, que les élèves eux-mêmes. Ce sont des membres du projet. Et donc, il y a cette initiative qui commence ce genre de projet qui commence à se développer où les résultats de la recherche sont utilisés pour développer d'autres recherches qui sont des recherches participatives. Alors après, dans cette situation de crise, le citoyen, s'il peut participer, c'est en participant en tant qu'un participant de la recherche. Ça veut dire que ça veut dire que c'est les échantillons qu'on prélèvera sur lui qui serviront à faire avancer le projet. Bien sûr, avec son consentement, en l'informant du devenir de ces échantillons et de ce qu'on va faire avec, et des études qui vont être menées aussi bien tout de suite que plus tard si les échantillons sont conservés. Mais en situation de crise, on ne peut pas travailler sur le long terme comme dans les projets participatifs. Ça veut dire attendre que les gens participent, on va analyser ensemble sur du long terme les projets de recherche. Tout de suite, pour une épidémie telle que celle-là, il faudrait des résultats concrets pour faire face à un virus qui est complètement inconnu, qui est nouveau, qui en plus a un comportement complètement contradictoire selon les périodes. On a vu apparaître des signes qui n'étaient pas présents, des signes cliniques qui n'étaient pas présents au tout début de l'épidémie. On a vu des populations réagir de façon différente et on essaie de comprendre pourquoi, etc. Donc on essaiera de comprendre pourquoi avec les participants à la recherche. Voilà. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que la valorisation de la démarche participative devrait être plus présente dans l'enseignement supérieur et notamment dans les formations ou le cursus des doctorants tunisiens? Je pense que cette culture de recherche participative, mais je dirais au-delà de la recherche participative, la culture de la responsabilité du chercheur doit être intégrée dans l'enseignement supérieur, même très tôt dans l'enseignement. Il y a matière à faire, à valoriser la recherche responsable qui respecte bien l'environnement, que la déontologie, que la société. Et ça ne peut pas être une charte sur laquelle on signe quand on commence à faire sa recherche. Ça doit être une culture et une mentalité qui doit se développer. Et quand on parle de culture et de mentalité, ça veut dire qu'on va commencer en amont à travailler sur ces choses-là pour qu'elles deviennent spontanées, naturelles, qu'elles fassent partie de notre comportement. Oui, tout à fait. Et on était surpris cette année, agréablement surpris, que l'Université Tunis Al-Manab a fait plusieurs initiatives en ce qui concerne
il y a dans la plateforme d'inscription, la nouvelle plateforme pour les doctorants, il y a toute une rubrique où ils te demandent aux doctorants de mentionner en fait c'est quoi l'impact de tes travaux de recherche, de tes travaux de thèse sur la société civile. Donc c'est vraiment très ça fait plaisir de voir que l'université Tunis Manal et d'autres peut-être universités en Tunisie et institutions commencent à être conscients de l'importance de mettre en synergie les travaux de recherche avec les besoins sociétaux. Et j'ai vu également sur le site de l'université Tunis Manal qu'il y avait un nouveau slogan et qui était pour une UTM soulevant pour une UTM socialement responsable. Donc j'ai adoré le nouveau slogan. Et ils ont aussi mentionné qu'ils étaient parmi les top 400 des universités dans un classement qui s'appelle The Impact Ranking, qui est un classement basé sur l'action des universités en termes de réalisation des objectifs de développement durable. Donc, je pense que les choses commencent à évoluer, commencent à changer. Il y a l'État, le gouvernement, aussi à l'échelle de l'enseignement supérieur, il y a quelque chose qui est en train de changer, et ça fait beaucoup plaisir. Donc, je pense que nous avons une autre question. Alors, il y a une question qui dit, pour spécifier un peu, comment on peut travailler sans nos appareils? Je me demande d'installer des ou pas. Ça dépend ce qu'on veut faire. J'ai pas vraiment saisi. Ça veut dire sans nos appareils pour faire quoi? Quel type de recherche? Des petits labos, si c'est pour travailler sur des virus, c'est pas possible. Il y a un minimum de sécurité à mettre en place, ou même un maximum de sécurité à mettre en place. Si c'est pour étudier, je sais pas, faire des collectes de plantes, les répertorier, etc., c'est tout à fait faisable à la maison. Des collections qui pourraient enrichir la biodiversité et renseigner sur la biodiversité, oui. On n'a pas besoin réellement d'appareils, à part peut-être d'une loupe pour mieux observer. Mais je vois pas l'utilité, franchement, de mettre des laboratoires chez soi. La recherche est une recherche institutionnelle. Elle doit être institutionnalisée parce que pour éviter de faire un peu n'importe quoi, et puis surtout pour éviter les dérives. Parce qu'il ne faut pas oublier que il est interdit de travailler sur des pathogènes qui provoquent des maladies donc infectieuses chez soi. On ne peut pas travailler chez soi avec une bactérie dangereuse ou avec un virus dangereux. D'un autre côté, la manipulation de ces organismes est réglée par une loi, et c'est interdit par une loi qui porte même sur le bioterrorisme. Donc, faire très attention. Manipuler des micro-organismes hautement pathogènes à la maison peut être condamnable. C'est de l'ordre de la criminologie, parce que ça porte atteinte sur l'environnement et sur la population. Les insectes, les tiques, c'est ce que j'ai dit par rapport aux plantes, mais oui, on peut appliquer aux insectes et aux plantes, aux tiques, oui. On peut. D'accord, merci beaucoup. J'ai une dernière question, si vous le permettez. Est-ce que vous pensez, Dr Bonerfik, que l'évaluation des scientifiques en Tunisie et en général dans le monde devrait être effectuée sur une base plus large, ne pas se contenter seulement de les évaluer de point de vue de leur contribution à leur discipline et leur publication, mais aussi regarder
les travaux qu'ils sont en train de réaliser, de plus les valoriser en ce qui concerne la recherche, les recherches participatives qu'ils sont en train de mettre en place. Évaluer la recherche, c'est évaluer les travaux de recherche. On est bien d'accord. C'est-à-dire que si on veut évaluer un chercheur, on va l'évaluer sur la base de son apport à la recherche, son apport comme résultat scientifique et la petite brique, la pierre qu'il a mise pour que la recherche évolue. Après, s'il a un engagement sociétal, c'est un plus. Mais ce n'est pas l'évaluation de la recherche, c'est l'évaluation de la personne. Ça veut dire que si on veut recruter une personne et qu'on veut que la personne soit une personne engagée, que la personne soit sensible aux besoins sociétaux pour développer la recherche dans son institution, oui, on va lui demander, mais que savez-vous faire d'autre? Que faites-vous d'autre? Et vous savez, aux États-Unis, quand on veut recruter une personne dans des entreprises, la première question dans un entretien, c'est What did you do for your community? Ce n'est pas votre CV, ce n'est pas votre cursus de formation. Ils le connaissent. De toutes les façons, si vous avez postulé pour le poste, c'est que vous avez les diplômes. Donc, ce n'est pas ça. Par contre, c'est ce qu'ils vous demandent. Ils demandent la première chose, qu'est-ce que tu as fait d'autre en tant que citoyen? Qu'est-ce que tu as donné de toi, de ton temps, dans ta vie, à la communauté? En parallèle avec la recherche, parce que la recherche, c'est un métier après tout. Ce n'est pas seulement ton devoir sociétal. Donc après, on peut mener la réflexion dans notre pays et aller jusque-là, je ne sais pas. D'accord, merci beaucoup. J'ai zappé une question de Dr Senar Abdelhak qui dit si c'était à refaire, quelle est la première chose qui devra être changée, à votre avis? La communication. La communication. La communication autour de la crise devrait être mieux travaillée, mais bien sûr, elle va être cette communication comme partout dans le monde, il y a eu des petites erreurs. À l'issue de cette crise, on aura des leçons apprises et on pourra les mettre en exercice, en pratique. Mais après tout, ce qui pourrait être changé aussi, je pense, c'est les stratégies qui ont été mises en place dès le début. Je parle pas de confinement, je parle de la recherche. C'est-à-dire qu'effectivement, on m'avait fait la remarque sur la compétitivité des projets. C'était cibler les projets, mieux les structurer pour que les chercheurs puissent s'y insérer. Aussi changer, laisser plus de liberté aux chercheurs de donner leur avis, parce que leur avis, connaissant le milieu, leur avis aurait pu permettre d'éviter certaines erreurs. Au fait, les scientifiques ont été pris en compte, mais un peu plus tard, un peu dans la crise, malheureusement. D'accord. J'ai vu une question par rapport à l'éthique. Oui. Alors, que pensez-vous sur le plan éthique de la manière de divulgation du docteur Raoult au grand public sitôt? C'est sur la chloroquine. Oui. Le problème avec le docteur Raoult, je ne peux pas remettre en cause, c'est bien qu'il y a eu beaucoup de critiques sur ses travaux. Je ne vais pas remettre en cause ses résultats parce que je ne suis pas en mesure de le faire. Mais le docteur Raoult a beaucoup
communiqué, a d'abord communiqué et a ouvert au public avant même de communiquer scientifiquement, je vais dire. Je m'exprime pas très bien sur le sujet. Sur le plan éthique, j'aurais aimé personnellement qu'il y ait plus de mesures et de retenues. Parce que la population est en attente, elle est inquiète, elle a des doutes, et le fait de communiquer de cette façon a mis justement à diviser la société, a mis en doute les mesures prises, même si elles étaient justes, apporter des débats inutiles et de l'énergie inutile là où on avait besoin de plus d'énergie pour faire face à l'épidémie. Je ne parle pas de la Tunisie parce qu'on n'a pas eu le taux le nombre de malades et le nombre de personnes décédées comme en Europe. Et ça a provoqué justement des sortes de publications pseudo-scientifiques provocatrices qui, soi-disant, voulaient remettre en cause ce qu'avançait Raoult, avait malheureusement publié dans une revue qui est une revue prestigieuse comme le Lancet. Cette étude a été totalement critiquée, un peu complètement remise en question. Et alors, le problème avec Raoult, c'est qu'il avait des résultats très prometteurs, mais avec un très petit échantillon, un échantillonnage de personnes. Et la chloroquine, selon d'autres médecins, marchait comme elle ne pouvait pas ne pas marcher, selon les patients. Après, ça a provoqué, ces déclarations ont provoqué des queues, des émeutes pratiquement dans les pharmacies pour avoir de la chloroquine. Ça a provoqué aussi une rupture de stock parce que les gens en achetaient en masse et en cachaient chez eux, parce que les pharmaciens ont caché aussi le stock de peur de ne plus en avoir. Ça a provoqué un grand cafouillage un peu partout dans le monde. Et je pense qu'un peu plus de retenue, un peu moins de spectacle autour de l'information divulguée aurait peut-être été plus bénéfique pour les études et les travaux du docteur Raoult, qui est connu de toutes les façons pour être une personne qui a fait un peu cavalier seul dans la recherche. Bon, Sonia est partie. Alors, il y a deux questions qui se ressemblent. Comment on peut anticiper et se préparer aux prochaines pandémies ou même aux épidémies saisonnières? Je ne sais pas si on me suit encore, mais je vais continuer à répondre. La préparation. Depuis quelques années, avec l'observatoire, avec la DCSB, le laboratoire, les laboratoires de référence et l'Institut Pasteur, on a beaucoup travaillé sur un plan de préparation, de riposte et de résilience face à des épidémies. Ce plan a permis justement de mettre en place, même s'il n'a pas été encore validé, a été mis en place de façon urgente lors de cette épidémie. On était prêt parce que les procédures étaient connues, mais comme le plan n'était pas validé, le pays n'était pas prêt parce qu'il n'y avait pas de réserve, il n'y avait pas de stock de masques, il n'y avait pas de stock de médicaments, il n'y avait
tout cela doit être prévu. Tout cela doit être préparé. C'est-à-dire que maintenant, de toutes les façons, les épidémies saisonnières sont très bien préparées. Les autres épidémies où le virus est complètement inconnu, on a vu des superpuissances à travers le monde qui n'étaient pas préparées du tout, qui n'ont pas, même si elles étaient capables, qu'elles avaient les meilleurs hôpitaux, les meilleurs appareils et les meilleurs médecins et scientifiques et les meilleurs moyens, n'ont pas pu faire face à l'inconnu. Après, maintenant qu'on sait qu'on peut être, que ce virus peut apparaître sous d'autres formes, et de façon peut-être, je l'espère pas, virulente, on doit être préparé pour au moins faire face avec le matériel, le côté technique, le côté le basique de la protection. Préparer les stocks, tout cela est inscrit dans les plans de préparation, c'est-à-dire gérer les stocks, gérer les personnes, préparer les personnes à faire face à des mesures de protection et des mesures de sécurité drastiques. Tout cela se prépare sur du très long terme. C'est-à-dire que former les gens aux bonnes pratiques pour faire face aux risques biologiques, ça ne s'improvise pas. Moi, j'ai vu une personne du SAMU à la télévision dire, elle a regardé sur Internet pour se préparer, apprendre comment mettre les équipements de protection personnelle au tout début de la crise. Cette personne aurait dû recevoir une formation continue et une formation régulière en protection et en gestion de crise de risques biologiques, et donc savoir comment mettre ces équipements de protection, savoir quoi mettre pour quelle situation, à quel moment. Donc tout cela, cela ne s'improvise pas, ça se prépare. Après, si c'est les scientifiques devraient être mis un peu plus à contribution pour élaborer des stratégies de réponse aux crises sanitaires. Je pense aussi bien aux médecins qu'aux chercheurs, et notamment aux chercheurs, parce que l'État devrait mettre plus d'argent sur des projets, apprendre aux gens à participer ensemble sur des recherches ciblées, thématiques. Jusque-là, on a eu de l'argent mis sur des projets où les thématiques étaient ouvertes. Peut-être qu'il faut y avoir une politique de santé et cibler les projets sur des thématiques bien déterminées. On le voit ailleurs, on le voit dans d'autres pays où les thématiques sont beaucoup plus ciblées et que l'argent est mis selon les besoins actuels des populations. J'espère avoir répondu. C'est notamment la question de Nedia Khriji et de Barkis Bouhawela. En effet, Maria, il s'agit de peur, de panique de public, et c'est très dangereux parce qu'effectivement, même si on prend de très bonnes mesures et qu'on a une bonne stratégie, le fait qu'il y ait cette perte de confiance que j'ai mentionnée dans le début de mon intervention, la perte de confiance peut faire qu'on ne réussisse pas à mettre en place les bonnes stratégies parce que la population ne répond pas, elle n'a pas confiance. Et là, justement, le problème de la communication qui a été faite, qui n'a pas été très collaborative, qui n'a pas été très construite,
fait que, à la fin, là, parce que les gens pensent qu'il n'y a plus d'épidémie, beaucoup de mesures ont été prises à bon escient et n'ont pas été respectées. Et on n'a rien fait pour les faire respecter, malgré l'insistance de l'observatoire à chaque communication, malgré les préventions, malgré tout cela, ça n'a pas été suivi. Ça a été suivi au début, quand les gens avaient très très peur, et à la fin, ça n'a pas été. On le voit, oui. Absolument, Maria, oui, il faut qu'il y ait plus de spots de sensibilisation tout le temps. Que cette épidémie serve de leçon aussi pour respecter des mesures d'hygiène qui ont été complètement oubliées, comme ne pas échanger les gobelets, les verres, comme se laver les mains, l'importance de se laver, un geste si simple et si évident, l'importance de se laver les mains avant de manger, avant de serrer la main, avant de faire quoi que ce soit chez soi, ces mesures d'hygiène qui sont tellement évidentes, tellement simples, ont été oubliées. Le fait que l'État ait cette mission éducative. Là, il y a une question de Hichem, je pense. Alors, tu dis, Hichem, si c'était à refaire, quelle est la première chose qui devrait être changée dans la gestion de la crise? Ah, j'ai répondu à cette question tout à l'heure. C'est d'abord la communication, travailler sur la communication aux médias et à la population. Et après, c'est la préparation des personnes. Il faut que les gens soient préparés dans tous les domaines, aussi bien au niveau de la santé, des hôpitaux, donc, que au niveau des décideurs. Et aussi, j'ai remarqué, c'est mon avis personnel, qui n'engage que moi, que les personnes qui sont appelées à faire respecter ces mesures, qui sont par exemple la police, n'étaient pas assez sensibilisées à la question. Devrons-nous réfléchir à plus sensibiliser, former les agents à gérer la crise sanitaire aussi bien qu'une crise sécuritaire. Bien, nous scientifiques qui travaillons sur la gestion du risque biologique, on sait que biosécurité n'est pas dissociable de la biosûreté. Ça doit aller ensemble. Mais il faut surtout travailler sur l'éducation, entre guillemets, de tous les acteurs au niveau de la crise sanitaire, de tous les acteurs, aussi bien les décideurs qui font les stratégies que les gens qui doivent exécuter ces stratégies. C'est bien d'avoir des stratégies justes, mais encore faut-il se faire accompagner pour les appliquer. Oui, alors Barkis Bouhawela me pose la question s'il faut se doter des moyens de lutte à un haut niveau d'excellence scientifique. Bien sûr, parce que si on veut faire de la lutte contre l'épidémie, lutter contre l'épidémie, c'est trouver les moyens de la diagnostiquer, c'est trouver les moyens de la prévenir. Par exemple, une politique de vaccination, donc il faut trouver le vaccin. Lutter contre l'épidémie, c'est soigner, donc trouver le traitement. S'il n'y a pas le haut niveau scientifique derrière pour effectuer ces recherches, s'il n'y a pas effectivement cette valorisation du haut niveau de l'excellence scientifique, on ne pourra pas suivre, on ne pourra que acheter
des médicaments et des vaccins ailleurs et ne pas contribuer à cet effort international. Est-ce que j'ai répondu non? Balkis, vous avez une question? Faut demander que les programmes, pourquoi n'ont toujours pas été lancés? Je n'ai aucune idée. Je ne peux pas l'expliquer. C'est une question de peut-être de moyens, peut-être de financement, donc. Et sincèrement, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est dommage. C'est vraiment dommageable. C'est malheureusement ces programmes auraient dû être lancés en parallèle avec la lutte contre l'épidémie. On ne peut pas attendre qu'il y ait que des fonds soient levés. Et de toutes les façons, les chercheurs n'ont pas attendu. Vous le savez tous bien. Donc, les chercheurs n'ont vraiment pas attendu qu'il y ait une acceptation de leur projet. Beaucoup déjà ont commencé à travailler grâce à leurs réseaux nationaux ou internationaux, grâce à leurs moyens. Moi, je vois par exemple aussi bien pour la recherche, pour le diagnostic, je regarde juste à l'Institut. L'Institut Pasteur a fonctionné sur ses propres moyens jusqu'à sur plusieurs semaines, même pour le diagnostic. Les chercheurs ont fourni les kits qu'ils avaient, ont fourni les enzymes qu'ils avaient, ont fourni les tests qu'ils avaient sous la main pour pouvoir avancer dans le diagnostic. Les chercheurs qui étaient sur des projets de recherche ont commencé à travailler avec leurs moyens de bord, ce qu'ils avaient déjà comme stock au laboratoire. Ils n'ont pas attendu, mais ils ne peuvent pas continuer longtemps. Il faudrait bien que ces programmes soient lancés et que une aide de l'État soit apportée. Voilà. Merci à vous. Bien, je vais vous dire au revoir. Je vais clore moi-même ce webinaire parce que j'ai l'impression que Sonia a un problème, un souci de connexion. Et comme il n'y a pas de questions, je vous remercie tous pour votre attention, pour votre interactivité et à très bientôt pour d'autres webinaires. Je remercie l'AGC d'avoir programmé ce webinaire, de m'avoir permis de m'exprimer et de faire cette réflexion avec vous. Au revoir.